Mais qu'est-ce que je vois au fin fond d'un souk marocain? Un chromo du château de Chillon. Qu'est-ce qui a bien pu faire de ce monument helvétique une sorte d'icône reproduite à l'envi sur tant de cartes postales, calendriers et boîtes à biscuits? Son cadre exceptionnel, sa situation évidemment, entre les flots bleus du lac Léman et une falaise abrupte. Son imposante silhouette défensive aussi. En 2019, presque 500 000 visiteurs l'ont parcouru. Allez, je leur emboîte le pas. Le château, il est divisé en fait en 4 cours différentes. Marta Sofia dos Santos, directrice. Et c'est tout un ensemble de bâtiments qui ont occupé l'entier de l'île depuis, on va dire, les premiers bâtiments, c'est-à-dire le donjon, les tours de défense, la muraille de défense date, on pense, 9e, 10e siècle. Et puis le château comme on le connaît aujourd'hui, en tout cas dans sa forme, parce qu'il a fait l'objet tout le temps de construction, de compléments, etc. Lui, c'est fin 13e. Et puis, je dirais que l'apparence aujourd'hui du château, qui est quand même très moyenâgeuse, ça on le doit à Albert Neff, l'archéologue cantonal, qui, à la fin du 19e, début 20e, ont fait des travaux de restauration assez massifs au château, qui, à l'époque, était un vrai modèle pour les monuments historiques. Et eux, ils leur ont donné vraiment un côté très médiéval. Et quand on fait de la restauration, l'objectif est vraiment de préserver un maximum, de ralentir la destruction de l'objet, mais sans lui donner une interprétation disant c'était peut-être comme ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que des fois les gens ils sont un peu surpris que les peintures murales elles manquent d'éclat, mais bon, elles ont quand même un certain âge, parce qu'elles datent quand même du 13e, 14e siècle, certains du 16e, 17e, donc forcément on nettoie, mais on ne va pas remettre la couleur, sachant qu'on ne sait pas vraiment quel pigment a été utilisé. Puis une chose aussi qui est dangereuse, et on le voit aujourd'hui avec des restaurations qui ont été faites de l'époque de Neff, c'est que certaines restaurations vieillissent très mal. Alors la question que j'allais vous poser, c'est si un homme du Moyen-Âge, disons milieu du Moyen-Âge, arrivait aujourd'hui ici, est-ce qu'il reconnaîtrait son château? Ou les différences sont telles qu'on peut dire que l'évolution a totalement modifié le monument? Ou alors je ne sais pas comment il trouverait le château, mais une chose déjà qui serait très différente par rapport au Moyen-Âge, c'est que là, vous voyez de la pierre apparente, alors qu'au Moyen-Âge, le château, il était plutôt peint. Enfin, il y avait de la chaux, il était en blanc cassé, mais les pièces n'étaient pas en pierre apparente. Ça, je pense que ça aurait été un choc pour lui, parce que lui, il aurait plutôt vu un château comme ça, donc vraiment avec des... un revêtement. Un revêtement blanc cassé. Les salles à l'intérieur aussi, il aurait vu une grande différence parce qu'elles sont peintes. Donc les peintures à l'époque étaient vraiment très flamboyantes, des couleurs assez fortes. Et puis même les boiseries étaient peintes en rouge, en bleu. Donc aujourd'hui, il aurait peut-être trouvé un peu terne le château, peut-être un peu gris. Donc je pense pour lui, ça aurait été la grande différence. Peut-être aussi, je pense, ce qu'il aurait trouvé très différent, c'est les ouvertures. Puisque là, on voit de cour en cour des grandes ouvertures, alors qu'un château, il est fait à la base pour protéger et défendre. Donc toutes les ouvertures étaient plutôt étroites, parce qu'en cas d'attaque, il fallait rendre l'entrée dans les différentes salles du château difficile. Donc ça c'est 19e siècle, au moment où le château est devenu une prison cantonale, un lieu de dépôt aussi pour les armes et l'artillerie vaudoise, et ils ont dû élargir les ouvertures pour faire passer des canons. Alors aujourd'hui c'est très utile parce que c'est plus facile à faire passer des groupes pour des questions de circulation, mais ça je pense pour lui aussi ça aurait été une différence. Et puis je pense les toits, puisque les chemins de ronde, les tours n'étaient pas aussi hautes et puis elles n'étaient pas forcément couvertes à chaque fois. Bonjour Olivier. Voilà.
Bonjour monsieur. Alors Olivier Ether qui est gardien et un champ d'accueil au château et qui habite sur place. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est un privilège de vivre dans un château. Ah ben oui, quand même, hein, surtout celui-ci. Oui. Alors après, quand il est tout seul, là quand le château est fermé, parfois je pense que ça doit être quand même un peu pénible. Le gardien va faire un tour du château, partout, y compris aux étages qui ne sont pas ouverts au public, pour voir visuellement qu'il n'y a pas un problème, quelque chose qui commence à brûler, beaucoup de toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est un danger qui peuvent mettre le feu au château. Donc lui, il doit visuellement aller voir que tout se passe bien. Est-ce que votre principale crainte, ce serait le feu? On pense à Notre-Dame de Paris. Oui, oui, clairement. Alors moi, j'ai une alarme directement chez moi, ce qui fait que s'il y a une alarme feu, ça me notifie exactement à quel endroit, quel bâtiment. Donc je pourrais aller voir directement sur place. En courant avec un extincteur? Non, on en a beaucoup, plus de 50 dans le château, et puis à proximité de chaque endroit, évidemment. Vous avez déjà eu une fausse alarme? On en a eu quelques-unes, oui, oui, mais c'est des alarmes de contact, simplement. Ah oui. Oui, oui. Le grand frisson m'attend dans les sous-sols de la forteresse, là où croupissait François Bonivard, un prisonnier rendu célèbre par Byron. Le poète aurait-il trouvé ici même l'inspiration de son œuvre la plus populaire? Exactement. Alors ici, on a même, dans le 3e pilier, nous avons le graffiti de Byron, qui est venu ici un jour de 1816, en été 1816, en juin. Il était, à l'époque, il était du côté de Genève, et puis avec son ami Shelley, aussi un poète anglais, romantique, ils ont un peu fait un tour du lac, un peu une visite touristique, comme on pourrait dire aujourd'hui, en utilisant la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau comme un fil conducteur? Voilà, un fil conducteur. Et donc, ils sont venus ici. À l'époque, le château, il était un peu vide. C'était pas encore une prison cantonale. Il était déjà aux mains du canton. Il y avait un gardien qui le surveillait, comme aujourd'hui, quand il est vide. Et puis, on l'a laissé rentrer, Byron et puis Percy Shelley. Et puis, on lui a raconté justement l'histoire de Bonivard, qui aurait été enchaîné sur le 5e pilier pendant 6 ans. Quand Bonivard a été libéré par les Bernois, il a écrit des mémoires. Et dans les mémoires, c'est vrai qu'il fait mention au temps qu'il est resté captif ici au château. Après, il n'est pas forcément resté captif 6 ans ici, vous voyez, aujourd'hui, il fait déjà froid et pourtant, ce n'est pas la pire période de l'année. Donc, on sait qu'il pouvait circuler dans le château. Et puis Byron, il a été très inspiré. On voit d'ailleurs un tableau là-bas de Ornou. Il a été très inspiré parce que Byron était quand même un défenseur des libertés. En partant, dans la foulée, il a écrit The Prisoner of Chillon, un poème qui raconte justement la captivité de Bonivard. Alors bien sûr romancé, pas tout à fait la réalité. Et ce poème, il a connu un succès mais phénoménal. Ça a été un vrai best-seller. Il a été traduit dans plus de 22 langues. À la suite de son poème, il y a eu aussi beaucoup de touristes, d'Anglais qui sont venus sur les traces de Byron, comme lui était venu sur les traces de Rousseau. Et c'est eux qui ont fait que le château est devenu aussi connu. Puis après, d'autres artistes sont venus dans les traces de Byron et de Rousseau, des peintres, des écrivains. Courbet, il a peint le château je ne sais pas combien de fois, Turner, Victor Hugo. Donc vraiment, et je pense que c'est ce côté vraiment, cette aura et cette notoriété du château, elle est là grâce à tous ces artistes qui sont venus,
qui l'ont peint, qui l'ont décrit, qui l'ont chanté et qui lui ont donné cette aura vraiment iconique qui fait qu'aujourd'hui c'est le château à voir quand on vient en Suisse. Il a tellement inspiré des artistes que par exemple Delacroix a peint le prisonnier de Chillon alors qu'il n'est jamais venu au château de Chillon. Flamboyant au soleil, le château de Chillon peut aussi se faire menaçant. Autant il peut être un lieu romantique, côté vraiment princesse, etc. Autant alors si on le voit au mois de novembre avec la pluie, le vent, le lac agité, alors ça fera plus un côté très, je dirais romantique, mais ce côté un peu gothique, un peu effrayant. Parce que, par exemple, ici, dans les sous-sols, on entend le lac, les bruits des vagues. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est les animaux aussi qui envahissent le château. C'est pour ça aussi qu'on doit bien l'entretenir. Quels animaux? Des rats? On en a eu pas mal l'année passée. On avait beaucoup de visiteurs et puis... Mais ce n'est pas les visiteurs qui amènent des rats? Non. Par contre, ils amènent leur sandwich. Et ils en laissent quelques traces. Et s'il n'y a rien à manger, il n'y a pas de rats. S'il y a à manger, ils se multiplient. Voilà. Mais c'était un problème qui a été vu cette année autour du lac. C'est aussi à cause du réchauffement climatique. Les populations de rats vivent plus longtemps. Et comme il y avait beaucoup de poubelles où il y a de la nourriture, c'est vrai qu'on n'avait jamais connu une telle invasion. Des chauves-souris peut-être? Alors, les chauves-souris, là, elles commencent gentiment à s'endormir, mais j'en vois encore quelques-unes. Je dois veiller à fermer mes fenêtres quelquefois parce qu'elles font un petit passage à la maison pour mieux ressortir après, mais elles font quelques tours dans ma cuisine, le salon, pour sortir après. Ensuite, évidemment, quelques pigeons, ça c'est aussi un petit peu embêtant. Là, on n'en a pas trop en ce moment. Et puis, on a retrouvé on a des serpents aussi, des petites couleuvres qui se baladent. On a retrouvé c'était dans la chambre d'Alain, je ne sais toujours pas comment elle est arrivée jusque là-bas. Au bord des douves, tous les printemps, il y a les cygnes qui font leur nid. Et ça a beaucoup de succès auprès de nos visiteurs parce qu'on voit les œufs et tout. Donc, c'est super, quoi. Accroché à la paroi rocheuse, un viaduc surplombe Chillon, ce qui a amené un touriste à demander pourquoi on aurait construit le château en dessous de l'autoroute. En général, les questions portent plutôt sur la vie quotidienne au Moyen-Âge et le confort plutôt spartiate en hiver. Le château n'est pas un château chauffé, sauf les parties habitées. Et ça serait très difficile à le chauffer. Et d'ailleurs, c'était compliqué au Moyen-Âge à chauffer un château aussi grand. Alors bien sûr que le château n'était pas... la chaleur, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui dans nos appartements. Et donc les gens, ils sont vraiment curieux de savoir parce qu'ils arrivent assez facilement quand ils sont là à se projeter dans le passé. Et puis après, il y a eu beaucoup ces dernières années de films, tant sur le Moyen-Âge que des films de fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux. Puis en fait, des fois, les gens, ils croient qu'il se passe dans ces films fantasy que le Moyen-Âge était un peu comme ça aussi. Donc on projette, c'est comme beaucoup les gens, et quand ils viennent ici au château, ils me demandent toujours où est-ce qu'ils sont les oubliettes. Ça n'existe pas. Ça fait vraiment partie du mythe. Voilà. Alors ici, nous sommes dans la salle à manger du châtelain. Donc c'était ici dans cette partie du château, on est dans les bâtiments où le châtelain habitait à l'année avec sa famille. C'est lui qui s'occupait de gérer tout ce domaine pour le compte du comte de Savoie ou du duc plus tard. Et puis cette salle, c'était la salle où il recevait, où il mangeait. À la période
bernois, c'était une cuisine aussi, qu'ils avaient divisée en plusieurs secteurs parce que c'était plus facile à chauffer. D'où cette énorme cheminée. Oui, exactement. Puis il y avait sûrement des poêles aussi qui permettaient aussi il y a des salles qui sont chauffées au poêle. Et puis en bas, quand on était au sous-sol, il y avait des escaliers qui donnaient ici. En fait, les sous-sols en bas, ils n'étaient pas reliés les uns les autres. Donc les marchandises arrivaient par le lac. Il y avait une poterne, ça permettait de décharger. Et puis on pouvait monter les aliments, puisque ce qu'on conservait dans les caves, c'était vraiment ce qu'on utilisait pour nourrir les gens qui habitaient au château, la garnison. Et puis ici, c'est la salle à manger du châtelain. Alors ça, c'est une des salles qui ont été passablement restaurées par Neff, notamment les peintures murales, mais qui font écho à des peintures qu'il a trouvées dans une autre salle et qui datent du XIIIe siècle. Ce qui est original, je dirais, du Moyen-Âge dans cette salle, c'est les piliers en chêne qui ont été vraiment datés, qui datent de la fin du XIIIe. Et quand on les suit du regard jusqu'au plafond, on voit que ce plafond est magnifique en bois. Ouais. Avec comment appelez-vous en caisson. En caisson, voilà. Et alors celui-là, il date, il me semble, du XVe siècle. Donc il y a eu des travaux au XVe, à l'époque d'Amédée VIII, et puis ils ont refait pas mal de plafonds et de cheminées. Cette cheminée, elle date aussi du XVe. On a des cheminées dans le château qui vont du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. C'est une cheminée qui est encore aujourd'hui utilisée. On peut retirer un bœuf, oui. Là. Alors un bœuf, je sais pas, mais en tout cas un cochon, oui, je pense. Ici, on est côté lac, donc c'est la résidence. En cas d'attaque, on pouvait assez facilement voir l'ennemi arriver. Donc il y a plus de lumière, les baies, les fenêtres sont beaucoup plus larges. C'était un lieu de vie. Les gens, ils aiment bien voir ça, avoir des salles qui sont justement avec du mobilier. Alors ici, par exemple, on parle de la bière, du vin. Donc avec les images, quelqu'un qui n'a pas envie de lire, il se fait déjà une idée comment ça pouvait être, puisque c'est quand même des images qui ont attiré de manuscrits du 15e pour la plupart. Et puis on a les textes en 3 langues, toujours français, anglais, allemand, les 3 langues principales. Quelqu'un qui voudrait tout lire, tout voir, tout faire, il en a au moins pour 2h30, 3 heures de visite. Alors c'est assez fatigant quand même.